Donc, en tant qu'historienne de l'architecture du XVIe siècle, je voudrais, et de Chambord même, d'abord je voudrais rectifier une petite chose, ça c'est explique à l'attention de Patrick Rousseau. Mon père, Jean-Martin Mézil, qui n'était pas un imbécile, n'a jamais voulu dire qu'il n'y avait pas eu de jardin à Chambord. Ça a déformé les choses, c'est un peu ce que vous avez dit. Et il voulait seulement dire qu'au XVIe siècle et jusqu'au milieu du XVIIe, il n'y avait pas à Chambord de grand jardin devant la façade, la grande façade du château. Sinon, je rappelle que c'est lui qui a publié la plupart des plans et découvert la plupart des plans qui concernent justement ces jardins sur lesquels nous travaillons. Et il a fallu attendre Vincent Cochet, qui a fait ces découvertes très importantes pour le jardin du XVIIIe siècle. Quand vous avez présenté, Patrick, une série de jardins successifs, bon c'est exact, mais pour moi il y a tout de même deux temps à Chambord. Il y a le temps avant la construction du grand terrassement et le temps après. Avant la construction, dans les années 1740 de ce terrassement, il y a d'abord un château, comme vous l'avez vu, perdu au milieu de la forêt et avec le cours sinueux d'un gosson qui envahit la base du château tous les printemps. Et aucun essai de jardin, sauf un certain nombre de petites choses à droite et à gauche, mais qui ne correspondent pas du tout aux dimensions du château. Le château lui-même, comme il n'y avait pas cet énorme terrassement qu'il faut bien, et qui coupe complètement la partie basse du château, avait une autre allure, comme le montre du Cerceau et la plupart de ses successeurs. Les proportions entre hauteur et largeur étaient tout à fait différentes. Et c'est ça qui a rendu la tâche absolument impossible aujourd'hui. Déjà, la tâche très difficile au milieu du XVIIIe siècle, de concevoir un jardin pour un château qui est coupé de sa base, parce qu'il y a plusieurs mètres de dénivellation qu'on ne voit plus parce qu'ils sont cachés par cet énorme terrassement, et donc un château qui a l'air un petit peu d'un éléphant avec des grosses pattes plantées dans l'herbe. Et donc, je trouve que ce plan du XVIIIe siècle, dont on vient de dire qu'il n'était peut-être pas toujours très heureux, se comprend très bien, parce que pour essayer de compenser ce développement en longueur du château, qui n'était pas du tout la vision originelle, où on avait une proportion beaucoup plus élancée, l'idée de caler la composition par des arbres, à condition que ces arbres ne poussent pas trop haut, n'est pas du tout une mauvaise idée. Ce qui me semble qui reste maintenant vraiment à prolonger comme idée, c'est vraiment la perception du château depuis le rond-point François Ier, c'est peut-être d'ailleurs prévu, je ne sais rien, de manière à pouvoir restituer d'une manière ou d'une autre aux visiteurs d'aujourd'hui ce que j'ai connu pendant toute mon enfance et mon adolescence. On arrivait à ce qui est aujourd'hui le rond-point de François Ier, ce n'était pas un rond-point, et comme on pouvait passer sur le petit pont à côté du château, on avançait, on voyait les arbres s'écarter, et tout d'un coup, l'immense façade qui explosait en plein soleil, quand il faisait beau. Et il faut trouver un moyen, me semble-t-il, je comprends très bien qu'on ait écarté les voitures, pour de multiples raisons les voitures du château, mais il faudrait trouver absolument un moyen, d'ailleurs c'est en train d'être recherché, j'ai bien compris qu'on cherche à faire des tapis verts, des perspectives, pour arriver à donner cette émotion aux visiteurs qui malheureusement qu'on n'a plus aujourd'hui, parce que juste au moment où on pourrait l'avoir, on tourne. Voilà, j'en ai terminé. Merci.
limite de ce témoignage, je crois qu'on se rappelle tous, en effet, cet éblouissement quand tout à coup on arrivait devant cette immense façade déployée d'un seul coup.